Quelle joie de vous retrouver. Toute l'équipe qui organise ces petits déjeuners se joint à moi pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Nous aurons le plaisir ce matin d'entendre Anne Abruzzes-Petermann qui abordera le thème « Comment gérer les conflits ». Merci Anne de ta présence parmi nous ce matin. Merci aussi à notre décoratrice qui n'est pas là, qui n'est plus là parce qu'elle est juste venue apporter la décoration, mais elle a été appelée par son rôle de grand-maman suite à la naissance d'un deuxième. Alors merci à Valérie qui a confectionné ces jolis bouquets printaniers. Et la personne qui trouvera, comme de coutume, un petit sous-verre en papier sous sa sous-tasse pourra l'emporter. Vous pouvez tout emporter, le bois, tout ce qui se trouve sur le petit morceau de bois. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous tenons à préciser que les petits déjeuners sont organisés par des bénévoles rattachés à différentes églises et communautés d'Yverdon et des environs. Nous ne recrutons aucun membre et sommes indépendants de toute église et communauté. Peut-être que vous êtes là ce matin parce que vous avez eu connaissance de nos rencontres par une amie, par le communiqué dans la presse, par une affiche, et que vous aimeriez peut-être par la suite recevoir nos invitations personnellement. Vous avez donc la possibilité de nous laisser vos coordonnées sur les cartes que votre hôtesse tient à votre disposition. Vous nous aidez à diminuer nos frais si vous choisissez la voie électronique. Et au verso de cette même carte, vous pouvez également écrire vos commentaires et vos remarques quant à cette matinée. Vos retours nous sont toujours précieux. Est-ce que chacun d'entre vous m'entend correctement ? C'est assez fort. Parfait. Alors, encore quelques informations à vous donner. Pour celles et ceux qui ont laissé leur voiture au parking de la Marive, vous avez donc pris un ticket blanc à la barrière, vous avez payé la somme au charmant monsieur, et en échange, donc mon mari, et en échange, il vous a donné un ticket rouge que vous aurez simplement à insérer dans la machine, dans le radiateur qui est à la sortie du parking. Là, il y a une personne qui a perdu son ticket. Voilà, donc je vais lui le rendre tout à l'heure. En fait, c'est un système organisé par la Marive et vous ne pouvez pas personnellement payer le parking à la machine du parking. Donc, il faut absolument avoir un ticket rouge pour ressortir. Quelques personnes ont souhaité avoir de l'eau. Vous en avez à disposition près du buffet. Nous vous recommandons de ne pas filmer ou prendre des photos, ceci en raison de la protection des données, et merci de vérifier que vos téléphones portables sont bien sous mode silencieux. La conférence de ce matin sera enregistrée et votre hôtesse tient à votre disposition des petites cartes avec le lien qui vous permettra d'y accéder d'ici 1 ou 2 jours. Une dernière communication, mais non la moindre. Cela fait plusieurs années maintenant que l'entrée du petit déjeuner est à 15 francs. J'avais fait un calcul il y a 2 ans de cela pour connaître exactement le coût d'une entrée à un petit déjeuner. Et déjà à ce moment-là, nous étions beaucoup plus proches des 16 francs que de 15. Donc autant vous dire que nous ne faisons en aucun cas du bénéfice. Nous aimerions vraiment que ces matinées continuent et ces conférences continuent à exister. Et puis j'avais juste envie pour une fois de vous dire un peu ce qu'englobait le prix d'une entrée. Donc nous avons bien sûr la location de la salle, il y a le buffet que Chantal nous a préparé et que je remercie, mais il y a aussi plein de petites choses auxquelles nous ne pouvons pas penser. Il y a par exemple la redevance que nous devons à Suissa lorsque nous passons de la musique.
Il y a les cartes d'invitation, il y a les timbres, il y a l'Union des sociétés locales auxquelles nous appartenons, ce qui nous permet d'avoir un rabais sur la location de la salle ici. Qu'est-ce que j'oublie encore? Il y a la police qui nous demande toujours un petit quelque chose. Il y a plein de frais, en fait, qui font en sorte que ce coût, voilà. Et puis, il y a aussi l'augmentation de la vie. Donc, tout ceci pour vous dire que dès le mois de septembre prochain, nous allons augmenter d'un franc l'entrée au petit déjeuner. Donc, depuis septembre, ce sera 16 francs l'entrée. Et je vous remercie de votre compréhension. Mais maintenant, prenons le temps de ce petit déjeuner, de faire connaissance autour des tables, et je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà. J'espère que vous avez bien profité de ce petit déjeuner. Ce matin, j'ai le grand plaisir de vous présenter très succinctement Anne Abrouzi-Peterman. Mais avant cela, j'aimerais encore vous dire que vous pouvez tout au long de la conférence écrire vos questions. Si vous avez tout d'un coup quelque chose qui vous vient à l'esprit, que vous avez envie à la fin de la conférence de poser une question à Anne, votre hôtesse tient à disposition des petits papiers, des crayons. Vous pouvez écrire votre question et l'hôtesse de votre table viendra les apporter ici sur scène. Notre conférencière se tient aussi à votre disposition à la fin de la conférence. Si tout d'un coup vous avez quelque chose de plus personnel à lui partager, et nous-mêmes, les personnes qui organisons ces matinées, nous sommes là pour vous. Donc n'hésitez pas à venir à notre table devant ici. Et voilà, nous sommes là pour vous ce matin et nous voulons prendre du temps pour vous ce matin. Anne, malgré ton nom de famille, tu es bien de chez nous. Du reste, autour de la table, il y a plein de ses amis qui sont là. En 2004, tu as obtenu le brevet d'avocate et en 2017, le titre de médiatrice par la Fédération suisse de médiation. Tu es membre du Conseil synodal de l'Église évangélique réformée vaudoise depuis 2019 et avec ton mari, vous avez 2 enfants jeunes adultes. Ces 3 lignes ne font que survoler la vie bien occupée que tu as, mais libre à toi de nous en dire plus. Alors Anne, merci beaucoup du temps que tu as consacré à cette préparation. C'est la première fois qu'Anne se participe de ce côté du micro à une conférence des petits déjeuners. Et encore une fois, sois la bienvenue parmi nous. Merci Jacqueline. Effectivement, la première fois que je suis oratrice, mais pendant quelques années, j'étais au comité des petits déjeuners contact de Valorbe. Donc ça me touche d'être ici avec vous ce matin à Yverdon. Jacqueline m'a présenté, c'est effectivement les points clés que j'avais retenus pour ce slide de présentation. 2 jeunes enfants adultes. J'ai un brevet d'avocat que j'ai eu dans le canton de Neuchâtel et j'ai travaillé plusieurs années comme greffière à la justice de paix à Yverdon-les-Bains où j'avais des dossiers qui concernaient des conflits de parents par rapport au droit de visite de leurs enfants. Et face à cette détresse, à la souffrance que les gens vivaient quand ils se déchiraient pour le droit de garde ou de visite de leur enfant, j'ai pris la décision de me former comme médiatrice pour apporter une autre réponse à ces situations conflictuelles. Et depuis 2019, je suis à l'ERV où j'ai décidé de mettre mes compétences au service de l'Église réformée vaudoise. Le Conseil synodal, c'est donc l'organe exécutif de direction de l'ERV et ça me prend à 60%. Et à 20%, je continue à faire des médiations dans l'étude Bold&Tapfer à Yverdon-les-Bains, où je suis associée avec Marcel Paris. On va aborder la question des conflits. Je vais vous parler d'abord un avant-propos. Ensuite, on va
voir qu'est-ce que c'est le conflit, le mécanisme aussi qu'il y a derrière le conflit. On va parler des conflits et nous, quelques clés pour gérer les conflits, et puis une conclusion. Un avant-propos, parce que je réalise que c'est un sujet difficile. Je vous disais, j'ai vu beaucoup de gens souffrir à cause des conflits, à cause du manque de solutions. Et ce matin, je perçois que peut-être qu'il y en a certaines ou certains qui sont en plein conflit et que c'est difficile à vivre et que ce sujet, il est délicat. Il nous concerne chacune et chacun. J'ai aussi mes propres conflits. Et ça se veut un partage d'expérience. Ce n'est pas une recette zéro conflit et vous allez repartir avec tout qui sera réglé. Non, c'est plus un chemin qu'on peut prendre ensemble pour y réfléchir et avancer ensemble. J'ai mis le terme liberté parce que je pense qu'on a tout notre vécu et vous êtes libre d'accepter cette conférence comme elle est ou de peut-être prendre du recul. Dans tous les cas, ne vous sentez pas culpabilisé, mais restez bien avec vous-même à la fin de cette conférence. Et si vous avez des questions personnelles, je suis à votre disposition. Et Jacqueline l'a dit, vous pouvez aussi poser des questions sur les billets. J'y répondrai très volontiers à la fin de la conférence. À la base, la définition du conflit, selon le dictionnaire Robert, en ligne évidemment, le conflit, une rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent. On peut parler d'antagonisme, de lutte, d'opposition. On pense à des conflits d'intérêts, entrer en conflit avec quelqu'un, des conflits sociaux. Donc, les conflits, c'est un mode du vocabulaire qu'on utilise largement, qui fait partie de notre quotidien, tout comme c'est aussi notre vécu. Les conflits, on les rencontre de toute façon. Ça me permet, cette définition, de déjà poser une différence importante entre conflit et problème. Un problème, c'est mesurable, c'est observable, c'est un écart entre une situation existante et une situation souhaitée. Et ça génère une insatisfaction acceptable. Un problème, c'est rationnel. Je ne suis pas d'accord avec toi sur cette situation-là. Ça peut être un problème, mais ce n'est pas encore un conflit. Un conflit, ce n'est pas mesurable, parce que c'est justement émotionnel, ce n'est pas rationnel. C'est observable. On voit bien quand des personnes sont en conflit, mais ce n'est pas mesurable parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes. Un conflit, c'est une opposition, un heurt, un choc. Il éclate lorsqu'il y a accumulation d'insatisfaction en raison d'un ou plusieurs problèmes non résolus. C'est pour ça qu'en médiation, on peut parler de résolution des problèmes, mais plus de gestion des conflits. Parce que le conflit, vu qu'il n'est pas rationnel, il ne se résout pas. Il faut résoudre le problème pour pouvoir avoir une solution au conflit. Mais un conflit se gère. On accueille des personnes en médiation, on leur dit vous êtes en conflit, d'accord, on pose ça et on regarde comment c'est possible de continuer dans cette situation de conflit pour gérer cette situation. C'est une gestion d'une situation. Un conflit, je vous disais, c'est pas rationnel, c'est émotionnel, mais il est observable. Comme un iceberg. Vous connaissez l'histoire du Titanic qui s'est pris la partie invisible d'un iceberg. Et il y a une énorme partie invisible dans les conflits et souvent on est confronté à cette partie invisible. La partie visible du conflit, c'est les faits, les lois, les positions, on dit des règles et on voit que ça donne une certaine façon de faire ou de vivre.
mais qu'est-ce qu'il y a en dessous du conflit? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce visible, de ce public, de ce que je communique naturellement par mes prises de position, mes façons de faire? Il y a par exemple des peurs. Des peurs parce que les conflits, c'est souvent dans des temps de changement. Mon enfant grandit, qu'est-ce qu'il va devenir? J'ai peur pour son avenir, j'ai peur qu'il trouve un métier qui lui convienne. La peur. Donc peut-être que le visible, c'est « Ah non, fais pas cette école ». Et à l'intérieur, ça c'est le conflit. Un, il aimerait aller dans une direction, l'autre aimerait pas que l'enfant prenne cette direction. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Des peurs du changement, d'un enfant qui va devoir travailler, vivre seul sa vie. Il peut aussi y avoir des intérêts différents. On a une position, on l'a dit ouvertement. J'ai eu une situation en médiation où il y avait une barrière pour protéger un chemin, pour pas que les voitures viennent faire des demi-tours. Et il s'agissait que les enfants qui jouaient beaucoup sur ce chemin ne soient pas mis en danger par ces voitures. Une personne avait une position contre la barrière. Pourquoi? Pourquoi on peut être contre une barrière alors qu'il y a des enfants qui jouent et qu'on aimerait protéger? Simplement parce qu'il y avait eu une fois un jugement qui disait que ce chemin n'était pas un chemin interdit, c'était un chemin public auquel tout le monde devait avoir accès. Donc, il y a un intérêt soit à protéger des enfants, soit à respecter un jugement qui avait été donné. Ça donne deux positions différentes, mais il y a des intérêts forts et il faut trouver une manière de faire ensemble. Il peut aussi y avoir des valeurs différentes tout au bout de l'iceberg. Peut-être que dans votre famille, on dit les choses calmement, s'il vous plaît, merci, on n'élève pas la voix, c'est les valeurs familiales, d'avoir du respect. Et dans d'autres familles, peut-être plus italiennes, comme mon nom de famille à moi, on aime parler fort, on parle avec les mains, ça ne nous fait pas peur d'exprimer ce qu'on ressent de manière audible. Et quand deux personnes ont des valeurs différentes par rapport au vocabulaire utilisé, à la manière de s'exprimer, ben là, on se prend le dessous de l'iceberg. Il peut y avoir un conflit fort. Des prises de position, ça fait mal. Dans nos valeurs, dans qui on est. Les conflits, il ne faut pas oublier qu'ils évoluent. Et on parle de l'escalade des conflits. Et c'est important de réaliser qu'il y a cette évolution dans un conflit qui vont en grandissant, parce que plus on monte dans l'escalade des conflits, plus c'est difficile de redescendre. Et on arrive même à un point de non-retour. Le premier échelon, les tensions. Vous êtes à un repas avec des amis, tout se passe bien. En fin de repas, peut-être vous avez bu quelques verres, les discussions sont animées et on parle de l'élargissement des autoroutes. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et vous, qu'est-ce que vous faites? Puis il y avoir plusieurs façons. Je me dis, je vais dire mon point de vue, je vais avancer dans la discussion, je vais me tenir présente, je reste à table. Ou bien peut-être que vous dites, moi, j'aime pas ce genre de tension, je vais essayer de rediriger la discussion en parlant du mariage de ma cousine. Ou les plus réfractaires au conflit vont peut-être aller faire la vaisselle. C'est déjà un petit conflit qui commence, mais où, vous voyez, il y a toujours une négociation possible. Dans un deuxième temps, il y a l'émotionnel qui peut arriver, où on a des mots un peu plus durs. La troisième phase, il y a un passage à l'action. Et là,
commence à avoir une perte de contrôle. On a vraiment envie de persuader l'autre. Ces phases 1, 2, 3 du conflit, on peut normalement s'en sortir en négociant, en parlant ensemble. On a toujours la vision que c'est un problème, la base du conflit. Qu'il y a cette question où on n'a pas la même vision, c'est encore gérable. Ensuite, c'est l'autre qui devient le problème. On n'a plus conscience du problème sur lequel on n'est pas d'accord, mais l'autre devient le problème. On peut faire des alliances, on va peut-être commencer même à dénigrer l'autre et à le menacer. Il y a un gagnant et un perdant parce que l'autre devient le problème. Donc on voudra le surpasser, aller contre lui. La dernière phase, 7, 8, 9, là c'est mis qui a un besoin de protection parce que c'est une phase destructrice. On est perdant-perdant parce qu'on aimerait absolument détruire l'autre. En phase 7, destruction partielle, on peut s'imaginer, on ne supporte plus notre collègue de travail, on va tout faire pour qu'il soit licencié. Une autre phase, destruction de l'autre, on va tout faire pour qu'il perde le droit de visite sur son enfant. Mais je tiens encore à moi. Alors oui, je vais être un peu touchée parce que le conflit sera extrêmement visible. Et aussi l'image que je donne, qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Et la dernière phase, la 9, c'est l'anéantissement total. On peut imaginer un suicide collectif d'une famille. Dans cette phase-là, on parle de protection. Entre 4 et 6, on parle de médiation. Entre 1 et 3, de négociation. La médiation devrait intervenir entre une phase 4 et 6. La médiation, ça veut dire aller vers un tiers, qu'on peut dire facilitateur, qui va regarder le fond de l'iceberg et chercher les parties à communiquer. 7, 8, 9, ça devient très, très difficile parce qu'il faut protéger les parties et les parties, elles n'ont pas toujours la possibilité d'entrer en discussion parce qu'on doit les protéger avant tout. Et trop souvent, les gens viennent en médiation et c'est déjà une phase 7 parce qu'ils viennent quand ils ne peuvent plus faire autrement. Et faire descendre cette échelle, c'est très difficile. Plus on est haut dans l'échelle, plus c'est difficile de trouver une solution. Je pense que vous réalisez avec les exemples que je vous ai donnés. Il faudra quand même les résoudre, ces conflits. Mary Parker Follett, une femme du début du XXe siècle, précurseur en management des ressources humaines, a mis en avant qu'il y avait 3 manières de résoudre les conflits. Par la domination, le compromis et l'intégration. Par la domination, c'est un qui a raison et qui prend le dessus sur l'autre partie. C'est ce que j'ai vécu au tribunal, sans jugement de valeur, mais le juge, quand il prend une décision, il admet les faits selon la vision d'une partie qui est souvent contraire à la vision de l'autre. Donc on a un gagnant, un perdant. C'est pas forcément mal, ça peut être nécessaire, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est un fait. Quand quelqu'un prend une décision qui va dire « tu as raison, tu as tort », il y a la domination d'une partie sur l'autre partie. Et ça peut résoudre le conflit. On peut aussi trouver des compromis. Je pense que, surtout en Église, on est bon pour trouver des compromis. On essaye d'avancer ensemble. Et c'est bien aussi, je laisse tomber mon point de vue, je comprends. Il y a peut-être une différence de génération. Ils sont plus jeunes, ils ont envie de faire différemment. C'est bien. Les travaux se sont mal passés. Je laisse tomber ce contrat d'entreprise. Lui, il laisse tomber 500 francs. Il me fait un rabais de 500 francs et puis le chantier s'arrête. C'est un compromis. Jusqu'où on peut faire le compromis ? Peut-être que l'entrepreneur était
l'entrepreneur idéal pour ce chantier. C'est lui qui avait le savoir-faire. On a abandonné, on a laissé un prix plus bas, il va ailleurs. Mais peut-être qu'on ne pourra jamais terminer le chantier, en fait. Il me fallait cette personne-là. Donc le compromis, il laisse parfois un goût amer. Jusqu'où on va dans nos compromis? Jusqu'où je suis d'accord de laisser tomber? C'est une grande question. Ensuite, il y a ce que Mary Parker Follett appelle l'intégration. L'intégration, c'est une gestion du conflit, c'est un processus, une réponse en devenir. C'est trouver l'inventivité nécessaire pour aller au-delà des divergences. Et c'est une bonne image de la médiation. Elle n'existe encore pas, le mot médiation, enfin, le système de résolution des conflits appelé médiation n'existait pas au temps de Mary Parker Follett, mais ça décrit bien ce qu'on peut faire en médiation. Tout d'abord, on met tout à plat. On regarde ce conflit, on l'observe, on le confronte. On se dit, qu'est-ce qu'il y a sous l'iceberg? Quelles sont mes craintes, mes valeurs, mes intérêts, mes besoins? Et on donne l'opportunité au conflit d'être appréhendé, vécu, on prend du recul et on accueille les différents points de vue. On a tous des points de vue différents. Je vous propose un petit exercice. Vous pouvez prendre un stylo, si vous avez, ou bien un crayon. Il y a les hôtesses, elles ont aussi j'ai vu qu'elles ont tout un matériel. Et vous pouvez écrire sur le coin de votre set, quand je vous dis le terme vert, à quoi ça vous fait penser? Vert. Si je vous dis le mot vert, vous pouvez penser à quoi? Alors Sylviane, allez vers l'autre. Quelqu'un écrit un ver de terre. Il y a d'autres idées? Oui. La couleur verte, le verre de vin. Allez vers l'autre. Et puis si je vous dis non, mais c'est monsieur qui a raison. C'est vert, c'est la couleur verte. C'est lui qui a raison. Point. Ben, vous vous rendez compte ici que je ne vous ai pas donné d'orthographe, que je vous ai posé la question, vous mettez sur un set, à quoi ça vous fait penser vert? Ça vous fait penser une couleur? En fait, vous avez toutes et tous raison. Il y a en sociologie un travail qui dit qu'on a tous raison dans notre monde. De là où on part, avec qui on est, avec nos valeurs, on peut avoir raison sur le terme vert, comment je l'interprète ce matin. Il y a aussi le vert des poèmes. Je ne peux pas aller vers la personne dire « Ah, mais moi j'ai pensé au poème. Ah, mais il n'a pas été dit. Le mot poème, vers du poème. Tu as tort. » Chaque idée a une valeur. On peut aussi penser à quand on cherche un collaborateur. Peut-être que quelqu'un voudra quelqu'un de précis, qui arrive à l'heure, qui classe bien les affaires, qui présente bien. Et peut-être qu'une autre personne va flasher sur une autre personne qui, peut-être qu'elle ne présente pas bien, un peu baba cool, elle n'arrive pas trop à l'heure, mais elle est créative. Alors si on cherche quelqu'un pour la nouvelle publicité, qu'on aimerait qu'il soit créatif, peut-être que ce ne sera pas la personne très précise qui arrive à l'heure. Si on cherche une secrétaire pour prendre des notes, pour classer, il faut qu'elle soit précise. Les deux personnes ont raison selon de là où elles se placent, selon leur monde, leurs valeurs de base. Donc, accueillir les différents points de vue. Et puis, avec tout ça, on peut secouer, coagiter et trouver un processus, une manière d'avancer, de gérer le conflit,
pour trouver peut-être une autre façon de faire. La question de la barrière que je vous disais avant, qui protégeait des enfants, mais qui rendait l'accès à un chemin impossible contre une décision judiciaire. Finalement, la solution a été de raccourcir la barrière. En 1 heure de médiation, on laisse la barrière, mais on la raccourcit. Chacun a trouvé sa façon de faire par rapport à ses valeurs. Je vais vous proposer un petit exercice. Les hôtesses, vous avez sous votre set, certaines d'entre vous, une petite pancarte où c'est mis conflit. Et je vous propose aux hôtesses de la poser sur le dossier d'une chaise et vous repérez où sont ces pancartes conflits. Et je vais vous inviter à vous lever et à réfléchir où vous vous positionnez par rapport à un conflit. Quand vous observez un conflit ou que vous êtes dans le conflit qui vous touche, vous vous sentez comment? Vous avez envie d'être où? D'être proche du conflit ou d'être loin? Alors, on n'a pas le temps d'aller de l'autre côté de la tielle. C'est juste 2 minutes, mais peut-être de se lever et de bouger pour voir où on se mettrait par rapport au conflit. Donc, les hôtesses qui ont le panneau, je vous invite à vous lever en premier, puis à montrer. Donc, vous pouvez choisir le conflit qui est le plus proche de vous, et puis vous levez aussi et réfléchir, vous vous mettriez où par rapport à ce conflit? Voilà, donc, juste restez dans le bâtiment. Merci. Alors, je vous invite à être là où vous êtes. Les hôtesses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris dans les bras? Qui vous a serré? Comment vous vous êtes sentis par rapport à ce conflit? Est-ce que certaines personnes avaient envie de sortir de la salle? Je vois qu'il y a des gens qui sont bien lointains. Je vous propose de reprendre place, maintenant que vous avez pu ressentir comment vous vous déplacez. Alors, je vous rassure, là aussi, il n'y a pas de juste et de faux. La première fois que j'ai fait cet exercice, je me suis mise bien loin, avoir un regard dessus quand même, voir ce qui se passe, si ça explose, que quand même je puisse réaliser que tout d'un coup, il faudra peut-être que je fasse quelque chose. Puis même aujourd'hui, je ne pense pas que je suis quelqu'un qui va prendre le conflit dans les bras de la personne. C'est, pour moi, qui suis assez sensible, qui voit rapidement quand le ton augmente, je ne suis pas fan. Mais après, il y a aussi les personnes, souvent, qui sont dans les ressources humaines, qui vont s'asseoir sur la chaise du conflit ou qui vont vraiment aller tout près du conflit, qui veulent aller au lit du conflit. On est toutes et tous différents par rapport à ce conflit. Et l'importance de réaliser ça, de se dire, moi, je suis comme ça, j'aime pas, ou ça me préoccupe, ou j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être là. Pas subir notre réaction, mais savoir qu'elle est consciente et pourquoi elle est, qu'est-ce qui nous motive. En médiation, quand on s'occupe d'un conflit, et puis quand on encourage les gens à gérer leurs conflits, à travailler dessus, on voit qu'on peut avoir plusieurs positions par rapport au conflit. La position haute, le parent face
comme si l'autre était son enfant. On va expliquer comment il faut faire. Nous, on sait, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a qu'à, il faut qu'on. Il y a la position basse, l'enfant peut être victime. J'y peux rien, je savais pas, j'ai pas pensé, je voulais pas, je peux pas. Et il y a la position adulte, à égalité, dans le respect. L'autre est adulte, je suis adulte. Et c'est cette position d'adulte à adulte qu'on doit rechercher, nous, dans nos propres conflits, quand on essaye de les gérer, et aussi le médiateur, la médiatrice avec ses parties, les mettre d'adulte à adulte. Pour ça aussi que je disais que des fois, il faut protéger les parties en conflit. Dans certains conflits, là aussi, sans jugement de valeur, on ne peut pas avoir cette place d'adulte à adulte. On doit protéger une personne, parce qu'il peut y avoir des réelles victimes. Et l'importance de voir, est-ce que la personne, elle est assez bien pour travailler en médiation et travailler sur son conflit. Adulte à adulte, ça veut dire être capable d'exprimer ses sentiments avec un certain recul, la capacité à relativiser. Il n'y a pas de vérité absolue. Il pense vers le vers du poème, c'est pas plus stupide que le vers de la couleur. Bon, même si tout est vert, c'est ton dans la nature. Tenir compte d'autrui et du contexte social, l'interdépendance, se dire cette personne, elle a aussi sa place, elle a ses responsabilités, elle a des compétences, elle a le droit d'être là comme elle est. Donc, pour avoir cette posture-là, vous comprendrez que ce n'est pas toujours inné dans une situation où on est dans l'émotionnel. Dans la Bible, un passage m'a beaucoup parlé parce qu'il parle de conflit. Dans la version de la Tob, j'ai pris des versets clés qui parlent de la résolution d'un conflit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, les versets 1 à 21. On parle toujours de l'Église primitive qui vivait ensemble, ils partageaient leurs biens, mais il y avait des conflits. Il y avait des conflits et il fallait trouver des solutions. Au verset 1, certaines gens descendirent alors de Judée. Ils voulaient endoctriner les frères. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, disait-il, vous ne pouvez pas être sauvés. Début du verset 2. Un conflit en résulta. Et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens. Il y a un conflit. Verset 2b. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres montraient à Jérusalem trouver les apôtres et les anciens à propos de ce différend. Je trouve intéressant, on rentre dans un processus. On va monter à Jérusalem pour trouver une solution au conflit, pour gérer ça. Ils n'ont pas juste mis de côté, fait des compromis. Non, il y a un conflit et on va monter à Jérusalem. C'est la façon dont on décide ensemble de procéder. À Jérusalem, verset 10, là c'est Pierre qui est à Jérusalem, qui les accueille et qui parle. Et il dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés exactement comme eux. Ils ont trouvé leur point commun. Ils ont trouvé qu'est-ce qui les rassemblait, d'être sauvés par grâce. Les Juifs, les non-Juifs, être sauvés par grâce, c'était ça qui les mobilisait tous ensemble. Et le verset 19, Jacques, qui était aussi à Jérusalem, qui conclut « Je suis donc d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu, écrivant-leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la viande étouffée et du sang. »
une solution autre, intermédiaire. Ça n'a pas été circoncision, pas circoncision. Non, ça a été un chemin qu'ils ont trouvé ensemble pour résoudre le problème et ils ont géré le conflit. À nous, certaines sont parties, d'autres c'était là. Comment est-ce qu'on gère nos conflits? Comment on gère aussi peut-être les conflits qui nous sont proches? Et là, je reste humble. J'ai déjà dit au début, on a tous des conflits. Et ça dépend aussi de comment on se sent. Comme médiatrice, j'écoute les gens et je dois veiller à me sentir bien moi-même, reposée, avec la patience nécessaire pour pouvoir accompagner les gens. Et des fois, on n'a pas l'énergie. Et sachons se dire, j'ai pas l'énergie, là je peux pas, j'ai besoin de prendre du recul, j'arriverai pas. En médiation, on parle d'écoute active. En fait, écouter l'autre, lui offrir un vrai espace propice pour s'exprimer, l'accueillir dans sa différence, de nouveau, s'il aime le vers du poème ou le vers vert, et puis agir en parole ou en acte pour que l'autre se sache entendu et compris. Parce qu'en fait, tant que la personne, elle n'aura pas eu l'impression d'avoir été entendue et comprise, elle ne pourra pas avancer. Je pense à un exemple, quand j'avais les enfants petits, j'étais au bout de ma life, je pleurais, et on me disait « Moi, petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. » Là, le niveau d'écoute active n'était pas vraiment au beau fixe, parce que je me disais, mais déjà, mon souci, il est petit, donc je pleure pour rien. Et en plus, je vais bien voir ce qui va m'attendre au bout du chemin. Mais en fait, l'idée de dire à l'autre, tu pleures pour rien, est-ce que l'autre va se sentir écouté, entendu? Pas vraiment. Donc, entendre l'autre où il en est, pour pouvoir le prendre avec soi et faire un bout de chemin. Cette écoute active. En parole, en médiation, souvent on répète ce que dit l'autre. Je me suis sentie trahie. Vous vous êtes senti trahi. Que l'autre sache qu'on a entendu et que ces paroles puissent être entendues dans la bouche du médiateur ou de la médiatrice. Une autre chose, c'est identifier nos besoins. Je vous disais, je pleurais. J'avais mes enfants petits, mais pourquoi je pleurais? Donc, il y avait l'émotion, les larmes, la tristesse. Mais quel est le besoin derrière l'émotion? On connaît les besoins qu'on a de se nourrir, de s'habiller. Il y a aussi d'autres types de besoins. Besoin de sécurité, besoin de repères, de créativité, de pouvoir, de concrétisation, de relations aux autres, de partage, de communication, de sens. J'ai apporté ici une roue des émotions. On peut faire un exercice où il y a comment on se sent. Par exemple, là, j'ai les jambes molles. Alors oui, je me sens comme ça, j'ai les jambes qui tremblent un petit peu, toutes molles. Et je peux réfléchir à mon émotion selon comment je me sens. Alors je vous dis que ce n'est pas l'exercice que je fais tous les jours, donc je pense qu'il y a de la peur. Donc là, j'ai peur, tristesse, colère, joie, de la peur. Apeuré, il y a angoissé, mais plutôt apeuré. Et après, mon besoin. Peut-être que j'ai un besoin
de relation. J'aimerais rentrer en relation avec vous, partager quelque chose avec vous. Si je fais une conférence, c'est dans un but précis. Besoin de réalisation, d'acceptation. Est-ce que mon métier que j'aime, vous allez le trouver intéressant? Est-ce que vous allez accepter ce que je vais dire? Besoin de sécurité. Je me suis quand même dit, si tout d'un coup je m'étouffe, puis que j'arrive plus à parler, je vais me sentir pas en sécurité, j'arriverai pas à parler, mais parce que voilà quoi, je pourrais juste pas. Besoin de concrétisation, d'accomplissement. Donc il y a différents types de besoins, mais c'est pas évident, selon l'émotion, de se dire j'ai besoin de ça. Et quand j'ai trouvé mon besoin, est-ce que j'arrive à l'exprimer clairement et positivement? Exprimer clairement et positivement, ça veut dire pas faire des devinettes, pas de requêtes indirectes. Quand je pleure à cause de mes enfants, mon mari rentre le soir, pourquoi tu pleures? Ben, devine. Non, il devine pas. Peut-être qu'il pense que je suis juste triste parce que l'enfant a pleuré, mais peut-être qu'en fait c'est plus profond. Peut-être que je suis triste parce que est-ce que je m'accomplis dans un rôle de mère? Est-ce que peut-être j'ai besoin d'entendre dire t'es une bonne maman, même si les enfants pleurent et que le souper n'est pas prêt, et que voilà. Donc, qu'est-ce que c'est mon besoin? Et l'autre ne peut pas le deviner. Et je réalise aussi la dimension de mes besoins. Je réalise qu'il y a peut-être des besoins qu'on ne peut pas combler ou qui s'adressent à moi-même. Peut-être que je dois prendre un temps de recul, peut-être aller voir quelqu'un pour en parler, travailler sur ces besoins-là. Et je suis responsable de mes besoins. L'autre n'est pas responsable de mes besoins. Mes besoins, ils m'appartiennent à moi. Ça veut dire que j'accepte un refus. Quand j'exprime mon besoin, je ne peux pas contraindre l'autre. J'accepte qu'il puisse me dire « Non, je ne peux pas combler ce besoin ». Mon mari peut être m'encourager, mais finalement, est-ce qu'il peut combler mon besoin de me sentir une bonne mère? Finalement, c'est aussi un travail sur moi. Ça veut dire aussi que si je suis consciente que mes besoins m'appartiennent, je peux aussi refuser les demandes d'un autre. Ils lui appartiennent. Clairement, simplement, je peux refuser à mon amie d'aller marcher un matin parce que non, je n'ai pas le temps et elle comprendra que j'ai besoin de temps pour travailler. Elle a besoin de parler, mais on peut exprimer. Et quand j'exprime mon besoin, je le dis avec une invitation, et ce n'est pas une exigence. J'avais mis dans la petite carte qu'en chinois, dans le terme conflit, il y a le terme opportunité. Là, c'est les signes chinois pour la crise, le conflit. Et en fait, c'est composé de 2 sigles, danger et opportunité. Et avec ce qu'on a discuté sur les conflits ce matin, c'est aussi une façon de se dire, derrière le conflit, il y a une opportunité. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est mis « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Est-ce qu'on est capable ce matin de prendre ça comme une opportunité que nous offre la parole de Dieu, comme une chance pour notre vie, pas comme un devoir moral? Moi, je lis toujours ça comme il va falloir que j'aille demander pardon. Je ne peux pas être en relation avec Dieu. Et s'il y a plus, s'il y a la promesse
de changement, d'entrer dans une vraie relation avec mon prochain, de me permettre d'exister en pouvant dire mes besoins, de permettre à l'autre d'exister en pouvant dire ses besoins, apprendre ensemble, apprendre sur l'autre et créer une nouvelle opportunité, la joie de se dire « Ah mais finalement la barrière est plus courte et on peut vivre ensemble, bien, sans compromis ». Donc ce verset de Matthieu 5, ce matin, je vous invite à le prendre comme une opportunité et pas comme un devoir moral. Et, dans Matthieu 9, toujours, personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car le morceau rajouté tire sur le vêtement et la déchirure est pire. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Prendre l'opportunité de vivre le conflit pour vivre de manière renouvelée et autrement. J'arrive au bout de cette conférence. Vous dire que j'ai écrit ça pour vous ce matin. C'était pas dans le frigo à sortir. Et mes sources, c'est le cours que j'ai eu pour devenir médiatrice de Madame Florence Studer et le livre de Thierry Lenoir qui est à la librairie Jésus, maître de communication. Il reprend cette question de besoin, d'écoute, de savoir dire non, de savoir dire oui, d'offrir, avec des sources bibliques et des citations bibliques vraiment très riches. Et je vous encourage à le lire ça, à lire ce livre. Et puis, pour aller plus loin, je vous ai beaucoup parlé de se respecter soi-même, de l'opportunité, de la chance, de vivre le conflit aussi comme l'occasion d'être renouvelée, de créer, d'être vivante, et pas comme une obligation morale. Et il y a ce livre aussi de Thierry Lenoir, Accueillir la joie et la sérénité, avec des méditations pour aussi nous écouter, nous, de percevoir le regard de Dieu sur nos vies. Et je finis avec cette citation. Il faut aimer son prochain comme soi-même, mais aussi s'aimer soi-même comme une autre. Prendre soin de l'autre comme de soi-même et prendre soin de soi comme s'il s'agissait d'une autre. Et les hôtesses ont pensé à un morceau de musique pour ce moment. Merci à Mickaël s'il peut le passer. Et je l'ai pris parce que je trouvais que parler d'amour, ça reprenait cette citation. Merci aux hôtesses d'avoir pensé à ce morceau. Je vous invite à écouter ce morceau et je vous donnerai ensuite des indications pour une discussion aux tables. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un bruit, une cloche qui sonne, sans écho, sans vie. Je peux parler des cieux, des merveilles du cœur, mais sans l'amour divin, tout n'est que douleur. Ô Seigneur, remplis-moi de ta lumière. Alors voilà. Merci aux hôtesses déjà d'être là, de faire ce service aux tables, d'être là pour vous. Et j'ai préparé ces 3 questions qui sont aussi aux tables. Vous pouvez réfléchir à une situation, pas nécessairement à un conflit, mais à une situation que vous avez vécue où il y avait une émotion forte. Et puis peut-être, est-ce que vous arrivez derrière cette émotion à voir qu'est-ce que c'était votre besoin
Et puis, si vous arrivez à l'exprimer, ce besoin, à la personne qui vit votre émotion, qui vous observe dans les émotions. J'ai la roue là, des émotions à ma table, j'en ai qu'une. Si quelqu'un veut la voir, elle l'essayer, c'est volontiers qu'elle peut circuler pendant ce temps-là. Alors, je vous laisse discuter aux tables de ça ou d'autres choses. Sentez-vous libre. Merci pour votre attention. Alors, je vais répondre aux questions avant que la matinée se termine. Et je pense que c'est important parce que c'est des questions difficiles. Et oui, encore. Alors, des questions difficiles. Je dis là, autant par papier que dans les discussions. Déjà, une chose que je vois, comment faire si la personne n'est pas ouverte à régler le conflit ou à solutionner celui-ci. Et ça, c'est venu plusieurs reprises. Comment faire face aux attaques. En fait, on voit que on a différentes manières de vivre le conflit. Peut-être que vous estimez être sur le numéro 1 de l'échelle des conflits qu'on a vus, et d'autres estiment être sur le niveau 9. Et c'est clair que la résolution du conflit, la résolution du problème et la gestion du conflit, il faut l'accord des deux parties. En médiation, on regarde toujours qu'il y ait l'accord des deux parties. On ne peut pas travailler si les deux parties ne sont pas d'accord. Pour une question de sécurité des gens, de protection, de respect. Et parce que, vous avez vu, il y a tout un travail à faire. Si on ne veut pas dire ce qu'il y a sous l'iceberg, on ne peut pas forcer quelqu'un à partager ces points-là. Donc, certaines personnes veulent aller vers l'autre et l'autre personne ne veut pas. C'est une réalité. Et là, c'est vrai que cette question de vérité, ça me travaille beaucoup. Dans le livre de Thierry Lenoir que je vous ai conseillé, il dit souvent, enfin aussi dans d'autres livres, la vérité, c'est pas quelque chose qui nous appartient et qui est statique. La vérité en grec, c'est la non-léthargie. La vérité, elle se recherche, c'est un chemin. C'est des relations qui se construisent. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on est là dans le chemin, mais c'est un chemin qu'on prend, qu'on va vers l'autre. Peut-être que l'autre ne peut pas venir vers nous, il a ses raisons, mais respecter que les chemins ne se croisent pas toujours. Quelqu'un me disait aussi, est-ce qu'il y a toujours une solution à un conflit? Faut-il accepter qu'un conflit reste insoluble? Oui. Et des fois en médiation, les deux parties sont d'accord. Elles viennent en médiation, les deux parties ont la volonté, et on se dit, finalement, on ne trouve pas un chemin ensemble, et on est d'accord que la décision judiciaire, ça sera ça. On est d'accord entre nous que ça sera le juge qui va décider finalement, parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Et ça peut être salutaire. Donc parfois, il n'y a pas de solution entre les gens, et heureusement qu'il y a la justice. J'ai moins de médiation qui arrivent à des accords que de médiation. J'ai moins de solutions avec accord que sans accord, ou des accords partiels, ou de s'être parlé,
ou d'avoir pu poser une chose. Mais voilà. Et quelqu'un me posait la question, si on arrive au numéro 9 du conflit, comment on peut arriver au texte biblique concernant l'offrande? Qu'est-ce qui est possible? Je vois ce texte biblique, bon, je vous disais, je suis quelqu'un de très moraliste, et d'un côté, je me dis, tu ne peux pas entrer en relation. Mais moi, je vois ce texte biblique comme un appel de Dieu, comme l'appel du salut, et Dieu, il est là tout le temps. Jusqu'au bout, il est près de nous et il nous appelle. Et je pense que ce texte biblique est là déjà pour peut-être éviter d'arriver au 9. Et pour ceux qui sont au 9, moi je crois en l'amour de Dieu pour chacune et chacun. Sans limite, sans condition et jusqu'au bout. Il s'est donné jusque sur la croix et je pense que s'il s'est donné jusque-là, son amour n'a pas de limite, même si on est à 9. Je pense que j'ai... Alors, si la personne n'est pas ouverte, ça c'était... Là, j'ai reçu maintenant... Est-ce que c'est urgent d'enseigner aux enfants le fait de voir nos émotions, puis les besoins qu'il y a derrière? Je pense que oui, moi ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est une manière d'être. Moi, je vous fais confiance, je nous fais confiance dans qui on est, dans les aptitudes qu'on a, nos charismes, dans les qualités que Dieu nous a données et notre bon sens. Peut-être que si ça vous rejoint, ce qui est dit, c'est aussi ça vous rejoint parce que vous-même, vous le pratiquez et on s'écoute. Il y a aussi du bon sens. Je ne pense pas que c'est la fin que personne ne puisse l'entendre, mais je pense que c'est des instruments qui sont aidants. Et merci au Petit Déjeuner Contact aussi d'avoir pris ce sujet. Et, courage dans vos vécus. Et que Dieu vous garde. Voilà. Alors Anne, j'aimerais vraiment t'adresser au nom de toute notre équipe, vraiment un chaleureux remerciement pour cette matinée. On désire vraiment t'exprimer notre gratitude pour le travail que tu as fait pour cette conférence ce matin. Merci pour ton intervention éclairante et inspirante. Merci d'avoir partagé aussi avec nous tes connaissances et ton expérience. Merci infiniment. Anne a parlé de ces 2 livres donc à la librairie. On tient encore à remercier la Rosée qui est là, toujours fidèle à nos rendez-vous. Donc il y a les livres de Thierry Lenoir, mais il y a plein d'autres merveilles. Donc faites un tour à la librairie. Et puis encore vous dire que notre prochain petit déjeuner aura lieu le 30 septembre avec un orateur, Valérie Gonin. Valérie est un homme qui a vécu un drame familial à l'âge de 19 ans et il viendra nous parler des héritages familiaux. Voilà. Alors j'aimerais vous souhaiter un beau printemps, un bel été et puis nous nous retrouvons au début de l'automne et bon retour chez vous.